Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine où nous revenons ensemble sur le nouveau taux d'usure depuis le 1er janvier 2023. Un taux d'usure qui est à présent aux alentours, enfin qui est à présent exactement même à 3,57% pour les crédits sur une durée de 20 ans et plus. Ce taux d'usure va-t-il apporter une bouffée d'air au marché immobilier ou en tout cas au crédit immobilier en cours? C'est la question que nous posons à Xavier Lacombe, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour Xavier Lacombe. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors le sujet du taux d'usure est suivi depuis quelques mois maintenant, depuis que les taux pratiqués par les banques en matière de crédit immobilier ont commencé à augmenter, eux-mêmes en lien avec l'augmentation de l'OAT à 10 ans en France. Est-ce que ce nouveau calcul, oui, ce nouveau calcul du taux d'usure, on a parlé à un moment de changement de méthode de calcul, c'est pas le cas, mais ce nouveau calcul du taux d'usure va, selon vous, apporter un petit peu une petite bouffée d'air en ce début d'année pour les crédits immobiliers? Bon, comme c'est le début de l'année, on va essayer d'être positif. Bien sûr. Ouais. Se dire que oui, ça va apporter clairement une petite bouffée d'air aux banques. Voilà, on va pouvoir passer des dossiers qui coinçaient un peu en cette fin d'année. Maintenant, on va être totalement réaliste et on va se dire que de toute façon, on sait très bien que les comités de taux des banques vont se réunir d'ici 10-15 jours et qu'elles vont coller évidemment à l'augmentation de l'usure. Donc, le blocage que nous connaissions en septembre, puis en novembre et en décembre, va de nouveau arriver avec forcément des refus à la clé, quoi. Il va de nouveau arriver parce que, pourquoi ? Parce que c'est un sujet de financement pour les banques elles-mêmes et de coûts de financement pour ensuite proposer des crédits ? C'est ça. Aujourd'hui, prêter de l'argent en banque coûte très cher. Donc, ce qui fait qu'elles voudraient prêter de l'argent, mais avec des taux qui seraient évidemment au-dessus de l'usure, ce qui fait que ce n'est pas possible, c'est illégal de faire ça. Donc résultat, elles doivent rester sous la barre de l'usure, et forcément, ça leur coûte de l'argent. Ça, j'ai envie de dire, il y a combien de dossiers à peu près en proportion, selon vous, qui, alors chez Artémis Courtage, j'imagine que vous n'avez pas forcément une vue sur l'ensemble du marché, mais qui ne passent pas à cause du taux d'usure aujourd'hui ? Aujourd'hui, on peut estimer à peu près à 30% des dossiers qui ne passent pas à cause de l'usure, ce qui est un taux qui est extrêmement fort, parce que pour une mesure, l'usure qui se veut protéger l'emprunteur, on va dire empêcher l'emprunteur d'emprunter, c'est quand même illogique. On a aujourd'hui, on le vit tous les jours, des ménages qui voient leur dossier refusé, alors que ce sont des ménages qui sont totalement solvables, mais parce que l'un des deux du couple a un certain âge, et puis quand je parle d'un certain âge, ça va être à partir de 40 ans, donc ça vient quand même relativement tôt. Bien sûr, il va y avoir un taux d'assurance qui va être un peu plus élevé, et à cause de cela, il va y avoir un taux AEG, un taux effectif global qui va être plus fort que l'usure, et donc il va y avoir un refus au bout. C'est toujours l'assurance, ou c'est souvent l'assurance en fait qui vient faire bloquer le dossier en lien avec le taux d'usure Oui, en ce moment, oui, effectivement. Il y a le taux oui, en lui-même, de bien base, sûr, pratiqué par l'organisme bancaire. Après, ça peut se négocier un peu. Il y a les frais de dossier bancaires qui peuvent se négocier un peu, mais par contre, le taux de l'assurance, lui, évidemment, si vous avez un certain âge, si vous avez des problématiques de santé, c'est plus compliqué à négocier. Maintenant, il y a toujours des solutions de passer par des délégations d'assurance pour pouvoir évidemment baisser ce taux-là, tout simplement, quoi. Oui, parce que pour bien comprendre, enfin pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est-à-dire que je regardais là, avant notre discussion, l'OAT à 10 ans, il est aux alentours de 2,9 actuellement, donc ça veut dire que quand une banque emprunte à la BCE, elle emprunte à 2,9, et derrière, il faut rajouter donc potentiellement sa marge, et ensuite cette assurance dont vous nous parlez, et potentiellement également d'autres taux, notamment de gestion de dossier, par exemple. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, c'est-à-dire qu'une banque, quand elle achète l'argent, il faut qu'elle gagne aussi sa vie, forcément, bien sûr, quoi. Ouais. Et puis, évidemment, il va falloir rajouter en plus du taux d'intérêt, les assurances, les frais de dossier, ce qui vient monter petit à petit le taux effectif global. Et quand on se rapproche de l'usure, forcément, c'est là où ça peut coincer. Donc, on a un sujet quand même d'accès au crédit immobilier d'un certain nombre d'épargnants, pas tous, mais en tout cas, on réduit un petit peu le nombre d'épargnants qui ont accès au crédit immobilier. Est-ce que si le taux d'usure était suffisamment remonté, ça réglerait le problème pour autant dans un contexte de hausse de taux global ? Alors, ça réglerait évidemment le plus gros des soucis du moment, c'est évident, parce que c'est quand même le souci du moment, que les banques sont complètement bloquées à cause de ce taux d'usure. Mais le fait que les taux remontent, il y a un moment donné, indéniablement, un deuxième souci va se poser à nous. C'est-à-dire, on va retrouver les problématiques des normes HCSF, et notamment la problématique du 35% de taux d'endettement. Alors, c'est vrai que quand ces normes-là sont arrivées il y a maintenant un peu plus de 2 ans, le marché a assez bien appréhendé ces normes-là. On a réussi à trouver des solutions qui font qu'on n'a pas bloqué du tout le marché. Oui, le
le seul message qu'on entendait à ce moment-là, c'était pourquoi rendre ça obligatoire alors qu'on le fait déjà. Oui, mais c'est ce qui voulait dire que c'était quand même assez intégré. Les banques sont assez protectrices en France, donc c'est vrai que pour le coup, on n'avait pas tellement de soucis de solvabilité des ménages. Mais ces normes-là sont arrivées à une période où les taux étaient inférieurs à 1%. Là, aujourd'hui, les taux vont être supérieurs à 3%, ce qui mathématiquement, quand vous avez un ménage qui emprunte, qui est à 34% de taux d'endettement quand ils empruntent à 1%, forcément, le dossier va passer au-delà des 35% quand ils vont emprunter à 3 ou 3,5%. Donc là, pour le coup, après la problématique du taux d'usure, il va arriver ce problème, évidemment, de taux d'endettement. Qui lui aussi va faire bloquer un certain nombre de dossiers en lien donc avec le prix de l'appartement ou de la maison qu'on veut acheter et en lien avec qui pourrait remettre en cause le projet en lui-même. Qui peut remettre en cause le projet en lui-même. Donc ça va être soit évidemment sortir plus d'épargne, ça va être soit acheter plus petit. Bon, voilà, il y a des. Donc pas le bien qu'on a identifié. D'accord. Évidemment. Alors, il n'empêche quand même que c'est deux mesures qui ont pour objectif de protéger l'épargnant final. Donc, ça veut dire que, quelque part, elles sont là elles jouent leur rôle actuellement. Oui, mais encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il suffit que vous ayez évidemment des problématiques d'état de santé. Ce n'est pas normal que sur un ménage qui est solvable, ce soit votre état de santé qui fasse que vous n'ayez pas votre crédit. Enfin, je veux dire, donc, évidemment, c'est très bien, on voit d'un très bon œil ce genre de mesures, mais c'est-à-dire qu'il y a des calculs, par exemple le calcul du taux d'usure, qui aujourd'hui est totalement archaïque. Le calcul du taux d'usure est fait sur la moyenne des 3 derniers mois, on ajoute 33%, mais c'est-à-dire que dans les fortes hausses de taux, il faudrait que ce calcul soit fait au mois le mois pour coller le plus au marché, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a toujours un train de retard, ce qui fait qu'évidemment, il y a un blocage des taux, des dossiers, et on arrive à des situations complètement rocambolesques. Bon, alors il y a eu effectivement des échanges, des échanges, en tout cas des demandes de changer la méthode de calcul du taux d'usure, c'est plus du tout d'actualité aujourd'hui. Bah écoutez, on a fait la demande, visiblement ça n'a pas vraiment été entendu, mais on va continuer, c'est pas grave, on va se battre. Alors, si vous le disiez en début d'interview, on va essayer de commencer cette année 2023 avec quelques notes positives. Est-ce que, si on regarde l'année 2023 dans son ensemble, les perspectives que vous avez pour cette année, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas comment va se dérouler cette année, mais quelle est votre vision un petit peu pour cette année 2023 en matière de crédit immobilier ? Alors déjà, si on fait le bilan de 2022, c'est vrai que quand on regarde 2022, on a cette sensation quand même, on va dépasser encore le million de transactions, ce qui fait que ça reste quand même une très bonne année. Tous les dossiers n'ont donc pas été bloqués. Bien sûr, sauf qu'il faut bien distinguer le premier semestre avec le second semestre. Bien sûr. Là, l'année 2022 a été quand même très très bonne parce qu'elle a été sur un élan de fin 2021 plus le premier semestre 2022 qui ont été très bons. Mais par contre, effectivement, c'est le deuxième semestre qui n'a vraiment pas été évidemment en ligne avec les perspectives qu'on s'était fixées. L'année 2023 va être un peu l'inverse probablement de l'année 2022, c'est-à-dire que c'est le premier semestre qui risque d'être un petit peu compliqué. Et à partir du moment où on va régler évidemment ce problème de taux d'usure, on devrait quand même avoir des banques qui vont se décoincer parce que de toute façon, les banques, elles ont des objectifs à faire sur l'année 2023. Je discute tous les jours avec les banquiers et évidemment, ils ont des objectifs, donc ils sont très positifs. Et à partir du moment où cette problématique sera résolue, évidemment, on va repartir sur évidemment un train qui devrait être beaucoup plus sympathique. Donc on va avoir l'inverse de 2022 en 2023 avec un premier semestre un peu compliqué, un second semestre qui devrait être un peu plus serein. Si je reprends votre image de train un peu plus sympathique, à quel niveau de taux pratiqué par les banques et de taux d'usure on arrive à un train sympathique, ou en tout cas un mécanisme de crédit immobilier qui redevient fluide ? Là, aujourd'hui, une banque, si elle prête en dessous des 4%, perd de l'argent. Donc on sait très bien que c'est à partir du mois d'avril, avec le nouveau taux du mois d'avril, que là, clairement, on va avoir vraiment la situation qui va se décoincer. Donc on va se dire qu'aux alentours des 3,5-4, ça sera effectivement... qui restent quand même des taux très bas. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de taux à 1%, Bien sûr, oui. Mais c'est vrai que quand on est à 3,5, on sait que quand on regarde le passé, des taux à 3,5, c'est quand même des taux qui sont extrêmement bas. Donc à 3,5-4, on reste quand même sur des taux qui sont totalement logiques et qui vont permettre d'emprunter à ceux qui le souhaitent. Et ça, quand vous échangez avec des porteurs de projets, effectivement, une augmentation aussi rapide, finalement, on a encore le souvenir de 1%, voire en dessous, qu'on est aujourd'hui à 4%, c'est quelque chose qui est intégré par les porteurs de projets ? Alors oui, ils ont forcément... certains nous amènent parfois des simulations qui ont ne serait-ce que 3-4 mois et puis... qui sont caduques. Qui sont complètement caduques, clairement. Ouais. Donc bon, voilà, ils savent bien, ils comprennent. Évidemment, ça c'est votre rôle aussi de journaliste, d'informer les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, ils ont accès à l'information et ils se rendent bien compte que le marché a complètement changé et que le contexte sanitaire, géopolitique fait que l'inflation fait que, bon voilà,
la vie a complètement changé depuis quelques mois. Hein. Alors, vous êtes un professionnel du courtage, du crédit immobilier. Là, je vais élargir un peu ma question qui est si on a des taux un peu plus élevés, donc potentiellement des projets qui doivent être revus un petit peu à la baisse en matière de surface en mètre carré ou autre, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on paye un peu plus cher son crédit, mais un peu moins cher le logement qu'on veut acheter? C'est la logique des choses, normalement, quoi. Sauf qu'en France, on a quand même toujours une problématique de logement. Donc, la logique voudrait que les prix baissent, ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on a une petite correction d'à peine 5%. Enfin, une correction, ce n'est pas une baisse, hein, clairement. Donc, on estime quand même que sur l'année 2023, on devrait avoir une baisse entre 10 et 15%. Est-ce que ça va suffire à compenser un taux qui est passé de 1 à 4 ? Ça, c'est pas sûr du tout, quoi, hein. Donc, voilà. Mais c'est fatal. On va avoir une baisse des prix en 2023. Hein. C'est Encore faut-il voir si elle sera uniforme ou si elle ne concernera que certaines zones aussi, ce qui va être un autre questionnement, j'imagine, sur cette année. Je comprends donc qu'il y a quelques semaines de bouffée d'air et qu'ensuite, le problème que vous avez connu en décembre va se reposer finalement pour février. Ça va être une année sportive, oui. Ça va être une année sportive. Merci beaucoup Xavier Lacombe d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Artemis Courtage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.